La mode est un théâtre. Quelle belle idée de la mettre en scène à l'amphithéâtre de Carthage pour fêter le 10e anniversaire de la Fashion Week de Tunis. Les délicates robes de princesse qui ont fait les grandes heures de la mode maghrébine ont aujourd'hui tendance à s'effacer au profit d'un style plus international, streetwear. Les Tunisiennes ne jurent plus que par les réseaux sociaux et elles n'ont plus qu'un désir, s'affirmer. Qu'est-ce qui est beau pour une femme quand on enlève le regard de l'homme? Et ce que j'aime bien en ce moment, c'est que ces femmes-là sont de moins en moins sexy pour l'homme, c'est-à-dire tenue moulante, plateforme, talons hauts, etc. et vers un truc qui leur est beaucoup plus personnel, qui est sexy pour moi ou beau pour moi. Et donc c'est là qu'on voit un changement social aussi. Aucune censure vestimentaire ne vient entacher cette formidable envie de liberté prônée par les designers de mode tunisiens. Ils montrent à la fois une culture arabe prononcée et en même temps une culture européenne très marquée. Ici se joue quelque chose de très important pour le reste de l'avenir de la région parce que vous avez des femmes et des hommes, 10 à 11 millions d'habitants, ce n'est pas le plus grand pays de la région, loin de là, mais qui ont fait cette démonstration qu'on pouvait être africain, qu'on pouvait être du monde arabe, qu'on pouvait être maghrébin, mais qu'on pouvait être aussi méditerranéen. Et donc c'est ce lien avec l'Europe qui est créé à travers la Méditerranée que la Tunisie exprime avec beaucoup d'aisance. Avec ces jeunes qui sont des start-upers incroyables, qui sont surdoués dans le domaine du numérique, ces jeunes designers qu'on voit aujourd'hui. Et dans le fond, cette Tunisie, elle est une sorte d'anomalie presque dans le monde arabe, mais c'est une merveilleuse anomalie qui va devant et qui est la plus moderne, je crois, des civilisations de cette partie du monde. La Tunisie a développé depuis les années 70-80 un savoir-faire inégalé quant à la fabrication des vêtements. Mais cette expertise a été détrônée par l'arrivée des productions chinoises. L'objectif, c'est qu'on industrialise des collections pour les distribuer. Donc l'époque où les stylistes travaillent dans leur atelier avec les pièces uniques, on essaye aujourd'hui de les industrialiser avec une finition encore meilleure et essayer de les distribuer dans le monde entier. Les industriels du textile tunisien se sont regroupés non sans mal au sein d'une fédération. Son ambition est de mettre en place les leviers économiques nécessaires pour que le pays passe du stade de producteur à celui de créateur. C'est la première fois que le gouvernement met en place un fonds pour la restructuration des entreprises, encourage le produit fini tunisien, encourage la créativité de nos jeunes. On compte énormément sur nos partenaires traditionnels, nos amis, je voudrais dire, français et européens, pour justement prendre le textile tunisien et le pousser vers l'avant. Comme bon nombre d'entreprises tunisiennes, le groupe Sazio est spécialiste du denim. Sazio a enrichi son offre en s'associant pour des mini-collections avec des jeunes designers locaux. Les petits sacs bijoux, c'est l'industrie et l'innovation. Donc on a les petites cages où on met les oranges qu'on trouve un peu partout et des clous. Après, les lignes, c'est épuré, c'est clinique. Il fallait montrer ce côté professionnalisme parce que Sazio, c'est ça. On est très dans le prototype doit être parfait pour que ça sorte. Autre exemple, la griffe Collection nationale. Créée grâce à l'aide des dirigeants de la Fashion Week de Tunis, elle s'intéresse en premier lieu aux préoccupations de la génération milléniale. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le genderless. C'est une collection totalement jean. Et le point positif, c'est que le jean, il est écologique. Écologique, il utilise un minimum d'eau, très peu de produits chimiques, et donc il est durable. Ce qui fait qu'il est écologique. Donc. Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui pour les designers de travailler sur l'environnement. C'est très important de préserver l'environnement et d'essayer de faire des tissus, de concevoir des tissus écologiques pour préserver justement la nature. Même les petites entreprises ne résistent pas à l'appel de créer leur propre collection. Toujours avec du denim importé, car la Tunisie ne possède pas de filature, Blue Twins surfe sur une vague en vogue aujourd'hui, celle des vêtements lacérés et tachés. La création, on a les stylistes modélistes qui créent toute cette collection qui a déjà, vous avez déjà à voir dans le défilé, et on est des producteurs et ensuite des commerçants.
Pour clôturer ce tour d'horizon de la création tunisienne, Brahim Clé. Les collections de ce très jeune trentenaire pourraient aisément défiler dans les grandes capitales de mode. Dans cette collection, c'était vraiment le processus de la vie, de l'être humain. On est au début pur, on est pur. Après, on connaît quelques moments d'arc, donc il y a le noir. Et à la fin, c'est la pièce rouge qui... c'est le symbole de l'amour, comme ça peut être de l'amour, comme ça peut être une blessure. C'est une collection tunisienne, internationale? Non, pas du tout. Non, c'est une collection qui n'a pas de nationalité, mais il y a quelques inspirations japonisantes. La mode présente pour nos sociétés un double intérêt vital, économique et social. Elle transmet des valeurs et influence notre perception du monde. Au cœur des Pyrénées, la voie d'Arles est un tronçon du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle permet de passer de la France à l'Espagne par le col du Somport et regorge de sites hors du temps, comme ici, à Sarrance. Ce cloître date du XIVe siècle. Aujourd'hui encore, les pèlerins y sont accueillis toute l'année par Frère Pierre. Bonjour. Voilà, et grande joie. Partir sur les routes de Saint-Jacques ne s'improvise pas. Le Frère Pierre offre ses précieux conseils aux voyageurs. Passer le col du Somport est comme franchir une étape dans sa vie. Voilà ce que je vous conseille très fort, de partir en étant le plus authentiquement vous-même aujourd'hui, tel que vous êtes, avec toutes vos questions, toutes vos blessures, si vous en avez, toutes vos inquiétudes, si vous en avez, mais tel que vous êtes. La vallée d'Aspe est peu explorée en cette période de l'année. Et tant mieux pour les marcheurs solitaires comme Pascal. Je crois aujourd'hui on est tellement assailli d'informations, de flots d'images. Je crois que c'est bien de prendre un peu, de se mettre un peu ailleurs, quoi, dans un autre monde, dans le silence, pour réfléchir. Ça permet de faire le point, puis de repartir vers une autre étape de sa vie. Les sentiers de Saint-Jacques traversent de petits villages. Bienvenue à Accous. C'est ici que vit Jean-François Sébette, éleveur de chèvres. Là, il y a 130 bêtes au total. Et il y en a quelques-unes dedans, celles qui ont mis bas il n'y a pas longtemps. Après les rudes mois d'hiver, Jean-François est heureux d'ouvrir les portes de son exploitation aux pèlerins. Vous êtes sur les chemins de Saint-Jacques, vous? Oui, oui, oui. Les chèvres viennent passer là sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc les pèlerins, ils passent souvent au milieu des chèvres, quoi. Et des fois, les chèvres, elles suivent les pèlerins. Ça arrive que bon, ils ferment la barrière au bout là-bas, sinon elles pourraient partir à l'Espagne peut-être. L'ambiance paisible de ce village permet à certains de mieux trouver l'inspiration. Moi, je refais le point de la journée, les kilométrages, les rencontres, je décris, j'essaye de cerner les caractères des gens qu'on a découverts. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on est beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. On a rencontré des gens. Voilà, c'est ça le chemin, c'est la rencontre de personnes, de gens sympas. On ne se connaît pas, on ne sait pas forcément d'où on vient, ce qu'on fait, mais on est ensemble, on marche ensemble. Autrefois, les chrétiens partaient sur les routes de Compostelle envoyées par leurs confesseurs. Aujourd'hui, les croyants sont une minorité, mais l'attrait pour Saint-Jacques reste intact. Une fois au col du Somport, à la frontière pyrénéenne, nous rencontrons deux Italiens. Un menhir, hai visto? C'è un menhir con una croce. Quindi possiamo dire una preghiera gallica. Marco! Olé! Nous sommes très fatigués, donc finalement arrivera le berger, la paire meilleure. Ils viennent de franchir les 1632 mètres du col.
Ce soir, ils dormiront en Espagne. Vous devez me laisser vos cartes d'identité pour relever les informations. Bien sûr. Ta carte d'identité. Il y a des personnes qui arrivent de Arles ou de Rome. Et ils sont fous, ils marchaient beaucoup de temps. Oui. Perfetto. Un repos nécessaire. Il leur reste environ 25 jours de marche jusqu'à Saint-Jacques. Perchés sur la montagne, se cachent des sites spectaculaires, comme les ruines du monastère de Santa Cristina, juste après le col du Somport. Du Xe au XIIIe siècle, il était le plus grand, le plus puissant et le plus riche monastère de l'Occident chrétien. Et de l'autre côté de la crête, comme un paquebot de pierre, le Titanic des montagnes, la gare de Canfranc. Mise en service en 1928, elle est la plus grande gare fantôme du monde, 241 mètres de long. Elle a accueilli son dernier train en 1970. Depuis, elle est à l'abandon. Pendant la guerre, cette ligne de chemin de fer a vu passer des centaines de Juifs en exil, fuyant la France pour l'Espagne. Le bruit court que des tonnes d'or nazi auraient également transité par Canfranc. Certains défenseurs du site espèrent qu'à l'horizon 2022, des trains circuleront de nouveau dans cette gare. Après Canfranc, s'ouvre devant nous la route espagnole de Compostelle. Saint-Jacques n'est plus qu'à 830 km. Foulez le tapis rouge du Festival de Cannes avec France 24.